Et coucou les petits potes, du coup on va continuer avec cette dernière vidéo les gars sur ma série de vidéos sur apprendre à lire ses adversaires au poker. Je rappelle qu'elle est basée sur le livre de Zachary Elwood, Lire les Tales au poker, du coup traduit du français, de l'anglais. Euh, Petite précision du coup pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Donc il y a eu un épisode sur l'intro qui est très important pour comprendre le contexte de toute la matière qui est donnée dans ce livre, pour comment l'utiliser, etc. Donc je vous recommande d'aller voir ça, je vous mets les liens en description. Ensuite on a catégorisé les tails de nos adversaires en 3 catégories. Les tails avant action, les tails pendant action, les tails après action. Donc pareil, on a fait un focus, une vidéo sur chacune de ces catégories. Je vous encourage à aller les voir parce que du coup ça va servir de prérequis pour cette partie qui était peut-être la plus attendue. Je vous mets les liens aussi dans la description de la vidéo. Et aujourd'hui, on va attaquer la vidéo tromper et manipuler ses adversaires au poker, les gars. Qui du coup va pouvoir se baser sur tout ce qu'on a lu jusque-là, tout ce que je vais essayer de vous synthétiser. Et puis on va aller découvrir tout ça, les gars. Il y a des trucs très pertinents, il y a des trucs que je trouve un peu moins pertinents, mais bon, ça vaut le coup de les entendre et de pouvoir en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai le PDF sur mon Discord. Donc les gars, il y a le lien du Discord dans toutes les descriptions de vidéos YouTube. N'hésitez pas à aller checker mon Discord. Ça sera dans la catégorie poker. Et il y aura un channel, un salon, apprendre à lire ses adversaires ou les tails au poker ou un truc comme ça. Voilà, on est parti les gars. Comme ça, vous aurez le PDF, vous avez tout. On va partir sur la vidéo. Ok, donc là, on est sur la cinquième slide, pardon. Tromper et manipuler ses adversaires. Certaines de ces techniques peuvent sembler peu éthiques, mais restent autorisées. Alors, il y en a quelques-unes qui ne sont pas autorisées, mais vous verrez, ça dépend des parties, etc. Il est également important de les connaître pour éviter qu'elles soient utilisées contre vous. C'est très, très important ce qui est écrit ici, les gars. C'est qu'en fait, vous avez à la fois la possibilité d'utiliser ces techniques pour manipuler vos adversaires, pour les faire déjouer, pour les faire aller dans votre sens. Donc ça peut être une première utilisation. Mais il y a aussi une utilisation qui est très très importante et pour laquelle moi j'étais très content de lire ce livre. C'était pour éviter que ces techniques soient utilisées sur moi, en tout cas quand je les vois, pouvoir les comprendre et du coup pouvoir réagir par rapport à ça. Donc on va attaquer tout de suite les gars avec le fait d'influencer le jeu en pot multi-way. Donc ça c'est quelque chose qui peut avoir deux intérêts notamment. Ça peut être par exemple quand on est il y a 3 adversaires en three-way quoi. On est dernier de parole. Il y a le premier adversaire qui bête. Et nous, on a envie de call, mais on n'a pas une main très très forte. On n'a pas forcément envie que le deuxième adversaire paye. Et bien, on va préparer nos jetons pour montrer qu'on va miser, qu'on va rentrer dans le coup ou qu'on va relancer pour dissuader la personne intermédiaire s'il voit ce mouvement de fold et de call pardon et d'essayer de l'inciter à trouver un fold un peu plus facile. Donc ça c'est une première technique. La deuxième technique, c'est un peu similaire, mais c'est de faire la même chose pour inciter un check. Non, inciter à faire payer un adversaire par exemple. Donc par exemple, vous avez le premier adversaire qui va miser, vous êtes en dernier de parole, vous savez que vous n'avez pas envie de miser, mais vous avez envie de voir la main du premier. Et du coup, par le fait de pouvoir montrer que vous allez jeter vos cartes, ça peut inciter le deuxième joueur qui doit avoir une main moyenne à payer peut-être plus facilement et donc à vous donner de l'information si on arrive à voir un showdown. Donc c'est des petites techniques comme ça, on commence tranquillement. Ensuite, on a faire comme si vous alliez miser. Donc ça, c'est un point assez rapide. C'est, par exemple, vous arrivez river, vous avez bet flop, turn, vous arrivez river. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé pour le coup. Vous préparez vos jetons, comme si vous alliez miser, et il y a des adversaires qui vont folder automatiquement leurs mains avant même que vos jetons aient dépassé la ligne de mise. Et ça, c'est des petits trucs des fois qui valent pas grand-chose, mais quand vous êtes en bluff, pensez à prendre le temps, à monter vos jetons, à essayer d'inciter, en tout cas à donner des tails comme quoi vous allez miser, que vous êtes sûr de votre main. Et il y a des adversaires qui peuvent abandonner directement le coup sans plus de difficultés, quoi. Donc ça arrive, ça peut valoir le coup. Si vous remarquez ça, un pattern chez un de vos adversaires, n'hésitez pas à en abuser. Ensuite, on a le fait de simuler une mise avant la relance adverse pour induire un check. Donc typiquement, je sais pas, votre adversaire va continuer à shun bet, vous êtes en position sur lui, vous voyez qu'il prépare ses jetons, vous préparez les mêmes teams de jetons et vous vous préparez à les mettre avant même qu'il les ait mis. Et là, de temps en temps, ça peut le dissuader de miser, en tout cas d'après Zachary Elwood. Même chose ici, simuler une mise, mais cette fois-ci après la mise adverse. C'est-à-dire que votre adversaire a misé, il a fait son continuation bet au flop par exemple, vous êtes en position sur lui, vous préparez votre mise, et là vous regardez votre adversaire pour voir sa réaction par rapport à votre mise. Donc tout en préparant, tout en essayant de faire comprendre à votre adversaire que vous allez miser, vous allez le faire et vous allez voir s'il est déçu, s'il est crispé, s'il est plutôt confiant. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent faire la différence dans un coup. Je ne vais pas passer les slides, mais ça, c'est les deux qu'on vient de voir, pour induire un check et pour induire un tel.
on va passer à retarder sa relance pour obtenir des infos. Alors ça, c'est un truc très très fou, j'avais jamais pensé à le faire. Mais en no limit, effectivement, on peut tout simplement annoncer qu'on relance. Donc c'est à nous de jouer, nos adversaires ont misé avant. On peut tout simplement dire relance. Et là, il peut se passer des trucs. Déjà, il y en a qui peuvent folder automatiquement. Ça peut arriver. Et en plus, vous pouvez dire relance, mais vous n'êtes pas obligé de miser dans la seconde. Donc ça veut dire que quand vous dites relance, vous pouvez regarder vos adversaires, évaluer s'ils sont confiants, s'ils sont plutôt prêts à fold, s'ils prennent leur jeton pour payer, etc., etc. Et du coup, potentiellement, changer le montant de votre relance, ce qui est incroyable. Donc potentiellement, vous adaptez sur les tels que vous prenez entre le moment où vous dites relance et le moment où vous avancez vos jetons pour pouvoir affiner votre mise en fonction de ce que vous percevez et tout. Donc c'est très fine, c'est très léger, mais je trouve le concept assez sympa. Et je ne sais pas si c'est vraiment exploitable, en tout cas pour moi, mais je trouve ça sympa. Ensuite, on a le fait de montrer sa main pour soutirer des infos. Alors ça, typiquement, je crois que c'est un truc qui est de plus en plus interdit. Il faut faire attention quand on le fait, notamment en tournoi officiel, etc. Je crois qu'on n'a plus le droit de montrer sa main. Je ne sais même plus si on a le droit de dire sa main. Je crois qu'il y a des tournois où on n'a pas le droit de dire sa main, mais je ne suis pas à jour sur les règles, etc. Dans quelles conditions c'est autorisé ou pas, si c'est autorisé dans certaines parties ou pas. Donc faites attention à ça. Mais du coup, l'idée ici, c'est juste de montrer sa main ou de la dire pour essayer de soutirer de l'information à son adversaire. L'adversaire fait tapis river alors qu'il a 2 barrels. Vous lui dites votre main, vous dites que vous avez double paire, vous voyez s'il est plutôt serein, si vous sentez qu'il est confiant ou si vous sentez plutôt en stress, ou s'il se ferme par exemple. S'il se ferme comme une 8, c'est qu'il est pas trop chaud, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ça peut laisser transparaître des infos et ça peut peut-être être une technique à utiliser. Ensuite, on a le fait d'utiliser des sondes verbales. Et ça, je pense que vous y êtes tous passés, les gars. Soit vous l'avez vécu, soit vous l'avez fait de façon innocente ou non. Mais ça peut être des phrases comme tu montres si je fold, tu bluffes, pourquoi t'as misé autant? Et du coup, aller à la pêche aux infos un petit peu comme ça. Alors, il y a une première grille de lecture qui est assez évidente. C'est en fonction de si le gars te dit oui, je te montre ma main si tu fold. Bah, potentiellement, il a plutôt envie que tu fold parce que ça va te faire plaisir de voir la main. Si le mec te dit non, c'est qu'il a plutôt une bonne main et qu'il a envie que tu payes pour voir sa main. Ça, c'est le truc un peu de base. Maintenant, je pense que la plupart des joueurs, même amateurs, sont plutôt OK et encore, je sais pas. Ce que dit l'auteur, Zachary Elwood, c'est que ce qui va être intéressant ici, c'est surtout de sonder son adversaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adversaires qui vont se fermer, qui vont pas parler. Et du coup, c'est le genre de phrase typiquement qui peut créer le contact pour donner un peu pour aller chercher des informations chez son adversaire. Donc vraiment, essayer de le faire parler, essayer de trouver des petits signes à droite à gauche de sa confiance, de son manque de confiance, etc. Et c'est souvent comme ça que c'est utilisé, plus que pour le premier degré, même si ça peut être intéressant chez des users sûrement assez peu habitués au live. Ensuite, on a le fait de mentir sur sa main. Donc ça, c'est le fait de pouvoir, construire une relation avec les joueurs, mais par exemple, un joueur qui va demander, bon, bah, t'avais quoi plutôt que de ne pas lui montrer, ce qui peut fermer la relation avec le joueur et potentiellement, lui ne va pas vous montrer les mains prochaines, ça peut être de lui dire votre main, de ne pas lui montrer forcément, mais de lui dire votre main tout en mentant. Et ça, moi, les gars, je pense, je pense qu'il y a énormément de joueurs aux tables de poker. Alors, je fais pas beaucoup de live, mais vraiment, à chaque fois que je vois quelqu'un qui pose la question, bon, alors vas-y, dis-moi, t'avais quoi? Et le mec qui lui dit, moi, je me dis toujours que c'est un mytho. Et c'est pour ça que je crois jamais personne aux tables, les gars. Enfin, ça sert à rien de me dire vos mains si je les ai pas vues. Moi, je les crois pas parce que sinon, vous pouvez partir dans des analyses qui sont complètement décorrélées et c'est trop facile de mentir dans ce spot-là. Et je pense vraiment que l'abus de mensonge dans ce spot, mais ça, c'est que mon avis, c'est pas l'avis de Zachary Wood. Mais bon, lui, en tout cas, il préconise de mentir sur ses mains pour ne pas vous faire analyser et pour créer une relation où parfois la personne en face va, elle, vous donner sincèrement la main qu'elle avait ou vous la montrer sur un coup prochain, quoi. En tout cas, c'est une des techniques qu'il préconise. Alors après, il précise que dans la plupart de ces techniques, souvent contre des joueurs expérimentés, ou en tout cas des joueurs qui sont un peu habitués au live, les joueurs vont essayer de se fermer et de vous donner le moins d'informations possible en faisant une poker face, en ne répondant pas avant question. Moi, j'ai déjà vu ça plein de fois à table. Le mec pose une question, le mec ne lui répond pas, l'ignore, et c'est complètement normal en fait en live. Et du coup, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a plusieurs biais aussi pour aller essayer d'aller chercher des informations, notamment l'humour. Lui, il préconise vraiment l'humour pour se dire, ok, avec l'humour, on peut vraiment essayer de faire sortir un petit peu le mec de sa poker face, de détendre l'atmosphère, de
d'enlever un petit peu l'enjeu autour de la main, de lui faire oublier un petit peu l'enjeu autour de la main pour pouvoir qu'il se relâche potentiellement et qu'il puisse vous donner quelques petites informations. Ensuite, il y a des techniques un peu plus bâtardes, ça peut être de feindre la colère, donc de s'énerver sur quelqu'un, genre lui dire « mais t'es nul, ton coup a aucun sens, t'es vraiment une merguez, je suis sûr que tu fais ça, tu sais même pas ce que tu fais ». Essayez de le trigger, donc ça je trouve que c'est un peu plus malsain, mais ça peut être bon à savoir en tout cas. Quelqu'un qui va vous invectiver quoi, pour essayer de vous faire sortir de vos gonds, et là vous allez donner des informations, ou alors vous allez prendre des informations sur votre adversaire que vous allez invectiver, parce que vous allez toucher son ego, et là il va oublier sa posture de défense, il va oublier tout l'enjeu, etc. Et des fois ça peut créer un clash, mais sur ce clash vous pouvez tirer des informations plus que quelqu'un qui va avoir une poké-sphère complètement fermée. Et ensuite, feindre la confusion, typiquement, le mec a misé, je sais pas moi, 2000 jetons river, lui dire ah bon bah voilà, ok, t'as misé 500, c'est bien ça, si c'est 500 je paye, tu vois, un truc un peu comme ça, ou comme si vous aviez pas compris le coup, ou que vous cherchez des informations pour le faire parler, pour essayer de vous donner des informations. Potentiellement, si le mec, vous dites ah bah c'est 500 je paye, et le mec va peut-être dire ah bah non c'est 2000, et du coup là il a peut-être peur que vous payiez parce qu'il est en bluff par exemple, tu vois. C'est des choses qui sont données dans le livre par Zachary, des petits exemples concrets qui sont assez intéressants. Il en donne plus que ce que je vais citer, mais ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça ressemble, et je trouve ça assez intéressant en tout cas les gars. Ensuite on a le fait de se bâtir une image. Ça c'est un truc qui est assez intéressant. C'est un truc que moi j'ai vu personnellement. J'ai un pote qui faisait tout le temps ça au table. On allait faire un peu de cash game de temps en temps, et on était allé à Amnéville une fois, et il y a un casino là-bas, et on avait fait une partie de cash game, et le gars s'était fait passer pour un débile mental, un noob. C'était son kiff. JB, si tu nous regardes, je te fais une grosse bise mon poulet. Il adorait se faire passer pour un gros débile, un gros Jackie, et il faisait le gugus, il faisait n'importe quoi, il posait des questions genre ah mais attends, deux paires c'est supérieur au brelan, machin, et du coup il se construisait une image complètement débile. Et en fait, il arrivait à on la table, alors qu'en fait, il était très bon et qu'il savait très bien ce qu'il faisait, qu'il avait des raisonnements auxquels les joueurs ne s'étaient pas attendus du tout, quoi. Et bon, là, c'est un exemple un peu caricatural, mais en vrai, c'est exactement ça. Ça peut être soit de se construire une image très tight, j'en sais rien. Imaginez que vous arrivez en costume un peu, ou en chemise à carreaux, façon informaticien, un peu coincé, comptable, un machin. Vous allez dégager quelque chose de plus serré, de peut-être plus sérieux, de moins foufou, de moins tricky, et vous allez avoir déjà une perception des joueurs sur votre style, sur votre machin. Moi, j'entends souvent dire, par exemple, dans la tête d'un pro, je sais plus qui disait ça dans une interview, dans un des épisodes, ouais, les Américains, ils ont des casquettes. Donc moi, dès qu'il y a un mec qui a une casquette, je le considère comme un ricain et tout. Donc moi, potentiellement, si je vais à Vegas et que j'ai une casquette, le mec va me prendre pour un ricain, il va m'associer au style de jeu d'un ricain, etc., etc. Donc ça peut être plein de petits trucs sur votre image globale à la table, votre façon de parler, votre façon de vous décrire, de parler de votre vie. Si les gens savent que vous faites des trucs un peu zinzin dans votre vie, ouais, vas-y, j'adore faire l'hélicoptère en soirée, me mettre à poil sur une table et tourner ma tub, le gars va se dire, ok, lui, il est peut-être plus susceptible de faire des bluffs que le mec qui a une vie un peu relou, ou un peu chiante, ou qui est pas drôle, ou qui a pas l'air fun, quoi. Donc ça peut être important d'avoir conscience de ça, en tout cas, et peut-être de pas se fier à ça quand c'est des adversaires que vous avez l'impression qu'ils sont capables de manipuler cette information-là. Et ensuite, du coup, dernière partie dans cette vidéo sur tromper et manipuler ses adversaires, les gars, on a les faux tails. Donc ça, l'idée, c'est de construire des patterns, potentiellement, par exemple, je sais pas, de dire à chaque fois qu'on fait un petit bluff, avant de montrer ses cartes ou avant que le joueur paye ou fold, de construire un petit truc, genre de lui dire t'as peur de payer, tu vois, et de le faire à chaque fois, et à chaque fois de montrer le bluff derrière sur des petits pots, et comme ça sur un gros pot, de reproduire le pattern alors que vous l'êtes pas forcément, quoi. Donc ça, c'est un des premiers exemples. Ensuite, il parle de s'appuyer sur des tails existants. Donc quand vous regardez les 3 vidéos précédentes sur les tails post, pendant et pré-flop, et pré-action, pardon, vous avez des tails qui sont souvent analysés comme étant de la faiblesse, et chez un joueur capable d'analyser ces tails, vous pouvez surjouer ça, par exemple. Et lui, il donne un exemple, il dit, j'ai envie d'aller à tapis avec un tirage flush qui est sympa, mais on est à la turn, j'ai envie de partir à tapis, je préfère quand même que mon adversaire fold. L'adversaire a relancé, moi je surrelance à tapis, et juste avant de surrelancer à tapis, je lui dis la phrase, bon, en vrai il me reste pas grand chose à mettre, autant partir à tapis. Tu sais, la phrase un peu genre c'est parce qu'il me reste pas grand chose que je vais à tapis, mais bon, sinon j'y serais pas allé. Et du coup, de surjouer un peu des trucs, ou d'être plus subtil en fonction de la capacité de lecture de vos adversaires, et du coup de vous baser sur des tails existants pour essayer d'induce vos adversaires. Donc par exemple, on a vu dans certaines parties que de rester immobile,
ou de pas parler, ou de fuir le regard, ou ça pouvait être un tel de faiblesse. Bah, potentiellement, bah, d'essayer d'imiter ces tels-là chez un adversaire que vous allez estimer capable de les lire pour pouvoir le manipuler. Et ça, je pense que c'est un truc très très important. Et c'est pour ça que les 3 vidéos précédentes sont très importantes. C'est de comprendre un petit peu toutes les clés de lecture qu'il peut y avoir, c'est les joueurs de live, toutes les attitudes qui peuvent vous paraître un peu obvious de temps en temps et les utiliser à votre avantage si les adversaires en face ne vous connaissent pas, ne savent pas que vous êtes un joueur expérimenté ou non, mais que vous avez connaissance de ces trucs-là et essayez d'en jouer à votre avantage. Donc voilà les gars. J'espère que ça vous aura plu. Je rappelle que je vous mets le PDF avec l'ensemble des slides qui sont présentés dans les différentes vidéos. Comme ça vous fait un petit contenu. Je vous rappelle vraiment de ne pas prendre ces informations et cette base et cette source immense d'informations, parce que je rappelle, c'est 10 ans d'expérience de Zachary Elwood qui sont condensés dans ces vidéos en termes d'analyse, de clés de lecture, de tells, etc. C'est pas du tout quelque chose à appliquer bête et méchant. C'est vraiment un truc, encore une fois, à essayer de comprendre intensément, à essayer d'intégrer dans sa façon de jouer, à essayer progressivement d'appréhender ces différentes connaissances. Et surtout, ne jamais se baser sur un tel la première fois que vous le voyez ou sur un tel unique. Essayez d'avoir des faisceaux de tels qui vous envoient dans la même direction. Essayez d'avoir une expérience sur le joueur, de l'avoir vu réaliser ses tels plusieurs fois dans des cas concrets avant de vous dire « Ok, cette fois-ci, c'est sûr. » Moi, j'ai déjà parlé dans la vidéo d'intro de toutes 3 mauvaises aventures qui me sont arrivées dans ce truc-là. Donc moi, je sais pas si ça va me servir pour le PT Prague, les gars, mais peut-être qu'à le PT Prague, je ferai un hero call de fou grâce à un tel comme ça ou un fall de fou, je sais pas. Ou alors, je serai complètement à côté de la plaque. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous. Très bonne chance à vous sur les tables. Rappelez-vous que le poker, c'est avant tout un kiff, donc kiffez. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.